Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Laura Chantebel de Fibre Bio. Bonjour Laura. Bonjour, merci Pauline. Alors du coup, je vous précise aux auditeurs que on enregistre entre la France et l'Inde, donc il peut y avoir des bruits indiens, on va dire, et il peut y avoir un décalage dans l'audio, donc on vous demande d'emblée de nous pardonner, mais on voulait vraiment avoir le témoignage de Laura. Donc ma première question, Laura, c'est est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, raconter ton parcours et comment t'en es arrivée aujourd'hui là où tu es chez Fibre Bio? Oui, avec plaisir. Moi, j'ai fait des études dans le marketing, la communication, il y a déjà un petit peu de temps, et en fait, après mes études, je savais vraiment pas où est-ce que j'allais aller, ce vers quoi j'allais me tourner, et je suis partie voyager pendant pas mal de temps. J'ai travaillé plutôt dans le domaine associatif au Cambodge notamment, et dans d'autres endroits. Et puis je suis rentrée en France et assez rapidement je suis repartie travailler, mais du coup en Inde, pour une ONG française qui, donc ça n'a rien à voir avec la teinture végétale. À l'époque, je suis partie en Inde, à Calcutta, pour aller travailler dans un atelier de pâtisserie d'insertion pour des jeunes adultes handicapés. Donc vraiment rien à voir, mais c'est vraiment le début de l'aventure avec la teinture végétale, parce que c'est là-bas que j'ai découvert la teinture végétale. Ça s'est vraiment fait par hasard. J'ai retrouvé un prospectus, c'était vraiment quelques jours avant mon départ d'Inde, où je rentrais en France après ma mission pendant d'un certain moment, de plus d'un an à Calcutta, et au final j'ai décidé, je faisais de la couture, donc je me suis dit bon, je vais aller voir cette dame qui a l'air de faire des tissus super en coton bio. Je savais pas à l'époque que c'était de la teinture végétale aussi, et en discutant avec elle, elle m'a parlé de la teinture végétale. J'ai trouvé ça tout de suite extrêmement incroyable, parce que du coup, je savais pas qu'il était possible de teindre avec des plantes. Et bon, je suis repartie avec pas mal de tissus. Il me restait encore un peu de kilos dans ma valise de disponible, donc j'ai emmené les tissus en France. Et je me suis dit bon, on verra bien ce qu'on va faire avec tout ça. Entre-temps, je suis tombée amoureuse de mon mari maintenant, mais à l'époque, voilà, de Mayank, qui est indien. Et puis on se disait aussi, mais qu'est-ce qu'on va faire nous, comment on va continuer et tout ça. Et donc on s'est un peu lancé dans tout ça sans avoir aucune idée de où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on allait faire, sans rien connaître au textile. On s'est dit bon, ok, on a envie de se revoir. La teinture végétale, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc on a continué. Je suis retournée en Inde quelques mois après ça, et je suis allée rencontrer les fournisseurs, donc les teinturiers de cette dame, de cette personne qu'on a rencontrée, qui s'appelle Namrata. Et on est allé du côté de Ahmedabad pour aller rencontrer Arun, qui depuis est vraiment un gros fournisseur à nous, mais on en a d'autres aussi avec qui on travaille, mais c'est lui qui a ouvert la voie en fait, et donc qui nous a ouvert son atelier. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, ça a vraiment commencé comme ça. Et puis après, je suis rentrée en France et j'ai eu la chance, je suis allée à Loris, parce que forcément il y avait Couleur Garance, donc je me suis dit bon voilà, on va continuer nos recherches. Et j'ai eu la chance de rencontrer Michel Garcia très rapidement dans mes recherches. Et donc voilà, ça forcément, quand on rencontre Michel, voilà, on est encore un plus grand pied dedans, ça passionne encore plus.
Et je me rappelle à l'époque, Michel me disait, ah, c'est bien le tissu teint et tout, mais ça serait bien de penser aussi aux teinturiers. Si t'as moyen de regarder du côté des tissus non teints, enfin voilà, c'est lui qui à l'époque m'avait mis cette idée en tête que oui, ok, le tissu teint, mais pas que, parce que en France, les teinturiers, ils ont aussi besoin de tissu. Donc D'accord. voilà comment ça a commencé. Ça a duré un peu de temps, hein. Il y a eu les années de recherche sur qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait créer Fibre Bio. Ça a duré 2 ans. On était entre l'Inde et la France, à pas du tout savoir comment on allait commencer, sous quelle forme et tout ça. Et puis après, d'année en année, au début, on a commencé à commercialiser nos tissus teints, qui donc sont teints en teinture végétale et en coton bio en Inde. Et en même temps, on proposait des tissus non teints. Et voilà. Et donc, petit à petit, on a vraiment, 2 façons de travailler différentes. La première, c'est travailler avec ça peut être c'est souvent des plus jeunes marques. On a eu plusieurs marques pour enfants, etc., qui veulent faire de la teinture végétale, mais qui savent pas où trouver les tissus et tout ça. Donc nous, on va s'occuper de trouver le tissu pour eux, le faire teindre, et après, ils s'occupent de toute la partie confection, etc. Et de plus en plus, au fur et à mesure des années, on s'est mis à aussi sourcer beaucoup de matières différentes pour aider les teinturiers, alors plutôt en France, hein, nos clients teinturiers qui recherchent des matières de qualité, qui savent que voilà, ils vont toujours avoir la même matière, parce que développer des protocoles de teinture il y a vraiment tout à prendre en compte, et le tissu est très important aussi. Il y a les techniques de mordançage, de teinture, mais le tissu est très important. Et donc développer des protocoles et ensuite changer de tissu, ça peut aussi faire varier les couleurs. Ouais. Donc finalement, on s'est de plus en plus concentré sur aller trouver des tissus à destination des teinturiers. Mayank, lui, il passait quand même la moitié de l'année en Inde. Donc on avait une personne de la famille, un ami, on va dire plutôt un ami, qui nous aidait beaucoup sur la partie, on va dire, exportation, rassemblage de nos commandes en Inde pour pouvoir les exporter ensuite en France et tout ça. Mais là on est très content. On est parti fin d'année dernière pour vivre complètement en Inde, et on est très très content. Ça change beaucoup pour nous d'être vraiment sur au plus près de nos place. fournisseurs. On allait toujours les voir une fois par an, voire plus pour Mayank. Mais là on est sur place, donc c'est vraiment différent. D'accord. Donc 2 activités. La première, c'est les fibres que tu proposes teints avec les plantes. Donc c'est je pense ce que tu m'avais envoyé, donc avec le nuancier de couleurs, et une autre partie des tissus prêts à teindre. Et là, tu m'as pareil envoyé des échantillons de tissus et de fibres. Moi, j'aimerais bien, et tu es aussi d'accord, d'approfondir ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les différentes fibres, sur les différents tissus, comment on peut apprécier une matière, quelles sont les choses qu'on doit regarder, etc. Est-ce que là-dessus, tu peux nous apporter ton expertise? Oui, bien sûr. C'est vrai que ça on le sait. T'as plein d'épisodes d'ailleurs intéressants qui parlent de ça dans ton podcast. Chaque fibre, il va y avoir les fibres cellulosiques, les fibres animales, chaque fibre étant différente. On peut appliquer le même bain de teinture, les couleurs vont pas être les mêmes d'une fibre à l'autre. Donc en fait, pour moi, c'était vraiment important de me concentrer sur les fibres, parce que du coup, c'est cette partie-là. Disons que il y a l'art du teinturier, qui lui, son travail, c'est vraiment d'aller développer des recettes de teinture différentes, aller chercher, faire des recherches de couleurs, etc. Mais il y a aussi tout le travail de la fibre, et de pouvoir proposer des fibres différentes et de qualité. Ça permet d'avoir un choix plus large, de créer des nuanciers aussi
plus grand en fait, avec beaucoup plus de variété. Et la partie des fibres est vraiment aussi importante effectivement. Et le fait de permettre à nos clients d'avoir un choix, pour moi c'était important parce que c'est pas toujours facile. Ça veut dire avoir des stocks, beaucoup de stocks différents, mais ça leur permet de pas avoir à perdre énormément de temps à chercher partout. J'ai besoin de coton, j'ai besoin de soie, j'ai besoin de lin, je veux faire des tests. Ils peuvent, voilà, trouver globalement pas mal de références pour ensuite se concentrer sur leur travail, qui sont développer leurs recettes de teinture, leurs techniques, etc. Et donc, alors aujourd'hui, tu as donc dans le nuancé que tu m'as envoyé, enfin c'est pas le nuancé, dans les échantillons que tu m'as envoyés, j'ai vu qu'il y avait différentes fibres, différents, je sais pas si on dit des alliages de différentes fibres. Il y a aussi du recyclé, il y a du bio, bref, il y a plein de choses. Est-ce que tu peux faire un peu le tri? Est-ce que de travailler des fibres bio, ça apporte quelque chose à la qualité de la fibre, ou c'est juste par rapport aux pesticides et à ce mode on va dire d'être plus responsable, ou est-ce que ça apporte quelque chose à la fibre? Est-ce que tu peux nous parler du recyclé et des différents types de fibres que tu travailles pour que ça donne une idée aux gens qui nous écoutent de ce qui peut être présent dans ton catalogue, on va dire, parce que c'est vrai que c'est pas facile tous ces alliages qui existent. Alors, pour commencer avec ta question sur le coton bio, on va pas spécialement, quand on va prendre deux tissus, un coton bio et un coton non bio, s'il est prêt à teindre, enfin voilà, les deux sont prêts à teindre, on va pas spécialement voir dans un même bain de teinture la différence de différence, puisque c'est des fibres cellulosiques, ça va pas spécialement changer. Le bio va jouer sur la douceur du tissu, et effectivement après sur surtout la façon dont il est produit, mais ça va pas avoir un impact très marquant, on va pas avoir de différence aussi importante entre le bio et le non bio. C'est vraiment plus par rapport au toucher du tissu, je pense, je dirais. D'accord. Et puis après du coup voilà, en fonction de ce qu'on recherche comme fibre. On a commencé vraiment qu'avec le coton bio. On a commencé qu'avec le coton bio certifié GOTS. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle Fibre Bio. Et puis, en fait, après vraiment des années, petit à petit, comme notre travail a évolué vers le fait d'aller proposer de la variété à nos clients, il y a des choses sur lesquelles on propose beaucoup d'écharpes, par exemple, à teindre dans différentes matières, et il y a des choses sur lesquelles j'arrive pas toujours à avoir du bio. Ou même du lin, on me l'a souvent demandé, du lin bio, et en fait, c'est très compliqué pour moi d'obtenir du lin bio d'Inde, parce que on me demande des quantités extravagantes en termes de minimum de commandes, et on n'a pas du tout les épaules pour pouvoir prendre ce genre de stock. Donc petit à petit, on est allé vers d'autres matières, et toutes ne sont pas bio, ça c'est vrai. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce qu'on va passer ce podcast, mais je vais demander à mes clients de l'aide pour essayer de probablement changer mon nom d'ici la fin de l'année, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le mot fibre bio. Donc pour revenir à ta question sur le coton bio, on va pas spécialement voir la différence. On travaille des fibres recyclées, effectivement. Ça fait quelques années qu'on a introduit le coton recyclé. Donc c'est pas que du recyclé, parce que avec les fibres recyclées, c'est quasiment pas possible de faire du 100% recyclé pour une bonne tenue de la matière. Donc là, on est sur du 70% de coton recyclé, 30% de coton bio, par exemple, sur notre référence, qui est la certification, c'est GRS. Bon, désolée, j'ai les certifications en anglais, mais c'est une certification importante qui assure que on est bien sur des fibres recyclées. On va travailler aussi différents tissus artisanaux. Ça fait quelques années que je voulais vraiment les développer, parce que l'Inde c'est le khadi, ça s'appelle le khadi par exemple, donc c'est du coton tissé à la main, c'est vraiment des villages entiers, il y en a encore énormément en Inde, il y a encore énormément d'artisans qui produisent ces matières,
Et donc là, c'était vraiment mes matières coup de cœur de pouvoir les proposer parce que elles sont très belles, elles sont elles sont uniques, elles vont parfois avoir des petits défauts de tissage, mais c'est vraiment très très agréable comme tissu, je trouve. Et puis c'est l'essence de l'Inde pour moi, je trouve, au niveau du textile. On va proposer de la soie sauvage depuis pas mal de temps déjà. La soie sauvage, c'est aussi en tissage uniquement artisanal. La soie sauvage, c'est donc de la soie, on appelle ça piscilk aussi, qui n'est pas produite avec une production uniquement avec le ver à soie qui est dans une ferme de soie. Enfin, ça s'appelle une soie, mais dans une ferme de soie pour juste produire du tissu. Là, c'est vraiment on récupère les cocons une fois que en fait le papillon s'en est allé pour vivre sa vie. Et donc c'est des cocons récupérés dans les forêts, dans les jungles souvent, la nuit. Enfin, c'est assez particulier comme technique pour récupérer. Et là, on est vraiment sur enfin, c'est des techniques extrêmement artisanales puisqu'il n'y a pas de machines qui peuvent faire de la soie sauvage. Tout est filé à la main. On est allé dans des villages des fois. Ça c'est assez impressionnant où voilà, les femmes elles sont là avec de l'huile à filer le fil sur leurs genoux là. C'est vraiment des techniques qu'elles ont de génération en génération. Et ensuite, c'est plutôt les hommes qui vont être du côté du tissage. Ils ont quelques métiers, un métier à tisser ou deux métiers à tisser dans leur maison, dans leur famille. Enfin voilà, c'est vraiment très ancestral comme technique. Et donc, ça c'est pour la soie sauvage. On va avoir du coton kala. Le coton kala, c'est un coton endémique d'Inde. Vraiment, ça n'existe que dans une seule région de l'Inde qui s'appelle, ça c'est dans le Gujarat, mais ce coin en particulier s'appelle Kutch. On connaît le désert de sel en Bolivie, mais il y en a un aussi en Inde. Et donc en fait, la terre est très salée. Et donc du fait de cette terre salée, il n'y a pas quasiment pas d'insectes parce que du coup ils survivent pas. Et donc on a un coton qui a réussi à rester une plante de coton qui a réussi à comment dirais-je, le dernier guerrier qui a réussi à faire son chemin dans une région extrêmement désertique. Donc il n'y a pas d'eau, presque pas. Enfin, il y a un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et pour autant, là où le coton demande énormément d'eau dans sa culture, là il n'y a pas besoin d'irriguer. C'est vraiment que les eaux pluviales qui viennent apporter l'eau à la plante. Pas d'insecticides, pas de pesticides, donc c'est vraiment entièrement naturellement organique, naturellement biologique. Et donc là encore, c'est pareil, pour le coton kala, c'est pas possible de le faire produire en industriel, c'est que artisanal. Donc voilà, ça c'est vraiment mes matières coup de cœur moi sur toutes nos matières, même si il y en a beaucoup que j'adore, c'est mes petites matières coup de cœur. J'avais une question, tu vois, moi je t'en avais parlé des difficultés par matière par exemple, je cherchais de la soie pour faire des essais de teinture. Et en fait, je m'attendais à, tu sais, un rendu spécifique, assez souple, assez vaporeux, etc. Et en fait, j'ai commandé sur un site à distance et j'ai pas obtenu la soie que je voulais. J'ai eu un truc plutôt rigide, j'étais déçue. Et je me suis dit, comment ne plus me tromper dans mes commandes de tissus et donc j'ai eu quelques conseils d'invités, de faire une tissu tech, d'identifier. Et avec l'échantillon que tu m'as envoyé, je me suis dit, en fait, il y a des termes à connaître, genre la gaze de coton, etc. Et ça, est-ce que tu peux nous, je sais pas, en balayer quelques-uns pour donner un peu des différences, des poids, donner des conseils, ce que tu donnes à tes clients quand il y en a qui te disent, en fait, je suppose qu'il y en a aussi qui tâtonnent dans leur commande à dire, cherche tel type de tissu, est-ce que c'est ça, le rendu, le fini? Ouais, tout à fait. En fait, déjà, il faut vraiment partir de ce qu'on veut faire avec le tissu. C'est-à-dire que si on veut faire, voilà, c'est ça, un joli vêtement assez fin, on va pouvoir utiliser donc des soies. Alors, c'est plutôt pour les soies qui sont vraiment douces, ça s'appelle de la soie à beau taille. Ça, c'est plutôt les soies justement pour le coup industrielles, qui sont vraiment très douces, très soyeuses, très fines, etc. On va avoir du coton, mais des cotons fins. Moi, je conseille de vraiment regarder parce qu'il y a les noms
la batiste, la popeline, le canevas, le velours côtelé, etc. Mais ça, c'est un vocabulaire déjà. On n'a pas spécialement besoin de le connaître. Ce qu'il faut, c'est vraiment regarder le grammage par mètre carré. Et ça va vraiment aider à savoir quelle est l'épaisseur du tissu. Déjà potentiellement, ça aide à savoir à faire le calcul du poids du tissu. Donc ça, c'est pour les recettes de teinture. Ensuite, c'est très utile, c'est nécessaire. Mais voilà, de partir de son projet, de se dire est-ce que j'ai besoin d'un tissu un peu plus épais, un peu plus fin, parce que si on veut sur des tissus un peu plus épais, moi dans mes références, ça va être du canevas en coton bio, ça va être du canevas, ça va être du velours côtelé, ma soie sauvage elle est assez épaisse aussi, on peut faire un peu de déco d'intérieur, des housses de coussin avec ce genre de tissu par exemple, si on ou faire des vestes, ce genre de choses. Mais enfin voilà, il y a vraiment plein de choses différentes. Par exemple, c'est pas facile de se retrouver quand on va dans mes tissus artisanaux. J'ai différents caddies. On va se dire bon bah déjà c'est mieux de les toucher. Ça c'est sûr. Par internet, sans les toucher, c'est compliqué. Mais le grammage, ça donne une bonne idée en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, une batiste de coton, c'est 90 grammes par mètre carré. Une popeline, c'est 110-120 grammes par mètre carré. Une soie, ça peut être 60 grammes par mètre carré, 70 grammes. Même voile de coton, par exemple, c'est 70 grammes. La soie, ça peut même être encore plus fin. Et il peut y en avoir des plus épaisses. Là, j'ai un velours de soie qu'on vient de trouver chez un fournisseur indien. Je suis vraiment contente de pouvoir le mettre en avant, ce tissu. Là, c'est un tissu de soie, mais qui est plus épais. On va avoir, et puis après, on peut monter en 180, 200 grammes par mètre carré, 220 grammes. Ça, c'est plus pour des vestes, pour des couvertures, des housses de coussin, enfin voilà. J'ai pas de extrêmement épais, de tissu extrêmement épais. J'en ai pas beaucoup. Mais déjà c'est pas si facile à atteindre. Plus on va dans des tissus lourds, plus ça va être un challenge à atteindre. Ça se fait. Ouais, t'as mais raison. Voilà, ça dépend si on en fait en grande quantité, en petite quantité et tout ça. Et justement, sur la partie tissu, est-ce que tu peux nous parler, sans révéler les noms pour des secrets, etc., que je comprends bien, mais est-ce que tu peux nous parler des destinations? Est-ce que tes clients destinent leur tissu à de l'accessoire? Tu vois, je sais pas, en ce moment, je vois beaucoup de bananes passer sur les réseaux sociaux avec du velours teint. Est-ce que c'est plutôt du vêtement? Est-ce que c'est de l'ameublement? Toi, tu as quoi comme répartition? Est-ce que tu sais à quoi est destiné les tissus que tu vends à tes clients? Si on parle de mes tissus qui sont teints, là on est plutôt sur ça va être de plus petites marques en général. On est sur des marques qui grandissent, qui commencent à grandir doucement. On va être surtout sur de l'enfant, beaucoup en majorité. J'ai quelques clients qui font un peu des chemises haut de gamme, etc. Mais on a plus du vêtement enfant, des accessoires pour les bébés, etc. J'ai une cliente, on en parlera peut-être un peu plus tard aussi, qui fait des rebozo. Donc c'est vraiment dans le soin de la femme, de la personne, tout ce qui va toucher, voilà, au corps, etc., aux peaux fragiles. Ça c'est pour une partie. Et après, du côté des teinturiers, vraiment, on va avoir différentes choses. Je sais pas pour tous, pour mes clients teinturiers, je sais pas toujours. Alors des fois, on m'envoie des photos des résultats, de ce qui est fait et tout, donc j'aime bien, c'est chouette de voir. Et on va avoir des personnes qui vont faire eux-mêmes leurs produits après, les coudre, etc. Donc là, c'est pas mal de l'accessoire, quand même plus de l'accessoire que du vêtement. Après, je vends aussi pas mal d'écharpes non teintes du coup, et ça s'est fait progressivement. Ça fait déjà pas mal d'années maintenant qu'on a commencé. On a commencé avec des petites étoiles en lin, etc. Et puis petit à petit on a rajouté des étoiles, des écharpes en laine et tout. Et ça c'est vraiment parce que nos clients teinturiers, ils avaient un vrai besoin de pouvoir avoir des pièces déjà prêtes à teindre, parce que voilà, il y a plusieurs façons de gagner sa vie dans la teinture végétale quand on veut en faire son métier. Il y a la formation,
il y a la teinture et donc du coup vendre ses produits, mais du coup teindre le tissu, le coudre, le vendre, c'est énormément d'étapes. Donc il y en a qui le font, il y en a qui le font et franchement chapeau bas parce que c'est énormément de boulot. Mais ça aide d'avoir des pièces assez faciles à teindre, voilà, pour se faire des marchés de Noël ou plein d'autres espaces pour pouvoir montrer son travail, le sublimer les pièces qu'on propose, mais de pouvoir avoir des produits et puis de pouvoir reproduire les mêmes choses. Je sais pas moi, si c'est quelqu'un qui va prendre en se disant je fais 10 écharpes, j'en fais plusieurs d'une même couleur ou d'un même motif ou ce genre de choses quand même, c'est plus facile ensuite à vendre. Et puis après il y a les personnes qui font de la teinture à façon et ça qui vont teindre sur des plus grandes pièces et là c'est des personnes qui vont acheter du tissu par exemple. D'accord. Comment tu sens l'évolution de tes ventes sur les tissus prêts à teindre? Est-ce que ta perception c'est que ça s'amplifie ou qu'est-ce que tu vois sur l'évolution en fait de la teinture végétale de ton point de vue? Ah, bonne question. Ça fait 7 ans qu'on a commencé Fibre Bio, donc au début j'étais je le suis encore, mais c'était vraiment beaucoup d'enthousiasme en me disant waouh, c'est tellement génial. Un peu vraiment très utopiste. Il faut vraiment que tout le monde découvre la teinture végétale et tout ça dans cette idée-là. Au final, je pense qu'il y a eu une belle avancée, une belle progression. Et puis il y a eu les années Covid. Et puis là maintenant, il y a encore tous les prix qui augmentent, etc. Donc c'est beaucoup de freins quand on fait de la teinture végétale parce que les gens ils vont d'abord vouloir manger, se nourrir, etc. Enfin, les vêtements déjà c'est moins important que le reste, mais alors les vêtements en teinture végétale, quand on a moins de budget, c'est plus compliqué de se garder un budget pour ça. Mais je reste persuadée qu'il y a un avenir évidemment pour ces pratiques, qu'il y a une nécessité aussi d'en parler plus. C'est pour ça que c'est très important même de ton podcast et tout, ça fait du bien, ça remotive de pouvoir avoir d'autres personnes qui font ce genre de choses. Moi aujourd'hui j'ai vu une baisse de mes ventes de tissu teint. J'ai vu, ça a monté, c'est redescendu, mais parce que du coup, franchement, c'était des années difficiles, quoi, les années Covid, etc. Pour mes clients qui se lançaient ou qui étaient là depuis quelques années avec leur marque et tout, même sans être dans la teinture végétale, il y a plein de marques qui n'arrivent pas à tenir aujourd'hui à cause de l'augmentation des coûts. Donc, je pense que ça va faire un peu des vagues, mais aujourd'hui, j'ai quand même vraiment vu un ralentissement de la part de marques qui veulent acheter du tissu teint de mon côté. D'accord. Pour autant, après, je pense que c'est vraiment plutôt lié au fait ça fasse déjà 7 ans maintenant, donc c'est plus pour ça qu'au début c'est difficile de se faire connaître et tout. Maintenant, on se fait un petit peu plus connaître au niveau des teinturiers français. Et donc nos clients qui sont contents, ils en parlent. On a créé un système de commandes groupées qui permet à nos clients teinturiers d'acheter tous en groupe 2 fois par an pour permettre de faire réduire vraiment les prix, etc. de nos produits. Et du coup, ça, d'année en année, ça aide à se faire connaître. Et moi, je suis assez contente finalement parce que ça me va bien de me concentrer aussi sur une clientèle qui est plutôt des teinturiers. Donc ça me dérange pas, je suis très contente au contraire. Donc du coup ta commande groupée pour en parler aux auditeurs, c'est plutôt donc ça serait prêt à cette période-là que tu fais ta commande groupée début d'année? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est cette période-là pour une livraison mi-avril, mi-fin avril quoi. D'accord, ok. C'est marrant ton témoignage parce que j'ai interrogé Filature Fonti il y a pas longtemps et on a parlé que pareil eux les laines teintes en teinture végétale avaient chuté quasiment, ils arrêtaient en fait. Et par contre les laines prêtes à teindre c'était vraiment en train de progresser et donc en fait il a vraiment fait ce constat et du coup je trouve ça intéressant d'avoir le même
écho sur la partie fibre. Enfin, tu vois, je trouve ça intéressant de recouper les avis des experts. Ok, donc ça c'était la partie, on va dire tissu prêt à teindre. Moi, j'ai plein de questions sur la partie où tu teins tes tissus. Tu m'as fait un magnifique nuancier avec essentiellement, donc j'avais repéré mirobolant, grenade, garance, indigo, etc. Bon voilà, j'ai plein de questions sur cette partie-là. Où tu fais teindre? Est-ce que tu utilises des plantes indiennes? Comment ça se passe? Que tu nous racontes un petit peu cette partie. Alors, du coup, c'est pas moi qui teins, hein. Du coup, ça c'est vraiment important de le redéfinir. On travaille avec des teinturiers et c'est vraiment le métier de nos fournisseurs. Moi, j'adore faire de la teinture végétale pour mon plaisir, pour tester mes matières, mais vraiment c'est pas mon métier la teinture végétale. Mais par contre en Inde, on a plusieurs endroits où on fait teindre. On fait teindre un peu à Ahmedabad, enfin pas mal là, du côté de Ahmedabad, c'est dans le Gujarat. On fait teindre aussi dans le Kerala. Et donc là, c'est dans le sud de l'Inde, pardon, pour un peu d'information. Ouais, parce que j'allais dire de voir les Indiens aussi travailler. Ouais, pardon. Dans le Kerala, qui est dans le sud de l'Inde, c'est intéressant de voir la différence entre effectivement les Français qui teignent, les Indiens qui teignent, parce que du coup, c'est pas les mêmes plantes qui sont utilisées. En Inde, voilà, il y a plein de plantes. Il y a pas mal de plantes endémiques, qui viennent d'Inde, qui sont utilisées. Tu as parlé du mirobolant, c'est vrai. Moi, j'ai des teinturiers qui teignent énormément avec effectivement de l'écorce de grenade. On a de l'acacia. Alors le bleu, c'est pas la persicaire, c'est Indigofera. J'ai un teinturier qui tient beaucoup avec du sapanoud aussi, le curcuma. On dit que c'est pas, en France on l'utilise un peu moins, mais quand même ils l'utilisent encore beaucoup en Inde. Il y a vraiment, il y a plein de plantes différentes, pardon, qui sont utilisées et c'est intéressant parce que c'est des plantes qui sont aussi énormément utilisées en Ayurveda, en médecine ayurvédique. J'ai jamais eu l'occasion de pouvoir vraiment faire des grosses recherches sur pourquoi, parce que de toute façon les plantes médicinales ce sont des plantes qui du coup permettent de faire aussi de la teinture végétale, ouais. Mais c'est intéressant parce que elles ont beaucoup de vertus, ces plantes que les Indiens connaissent encore. Par exemple, j'avais fait un petit peu mes devoirs, mais il y a plein de plantes. L'écorce de grenade, c'est antioxydant. C'est le curcuma, c'est anti-inflammatoire. La garance indienne, c'est astringent. Enfin, il y a vraiment plein de choses dans ces plantes indiennes qu'on peut allier à la médecine ayurvédique. Maintenant, moi, je suis pas du tout experte pour en parler, et c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup d'ailleurs sur mes réseaux sociaux et tout ça, parce que je veux pas aller vers des choses que je ne connais pas. C'est-à-dire expliquer pourquoi telle ou telle plante serait bénéfique parce qu'on la porte sur sa peau. Mais en Inde, ancestralement, la teinture végétale, c'était vraiment vu sous cet aspect-là, en fait. C'était vraiment porter ces vêtements qui sont teints avec telle ou telle plante parce que au contact de la peau, ça a des bénéfices. Oui. On va recevoir une invitée prochainement qui justement travaille sur ce sujet-là parce que génial. En fait on établit les plantes médicinales ou les plantes ayurvédiques, etc., le lien avec la teinture, et donc on aura quelqu'un sur ce sujet parce que c'est vrai que c'est curieux de se dire elles ont des comment on appelle ça, l'activité biologique, elles font des choses, elles ont des pouvoirs, et c'est et colorant et aussi médical, on va dire. Donc on aura quelqu'un sur ce sujet-là. Dans tes plantes indiennes, tu as les plantes indiennes endémiques, tu as celles un peu utilisées aussi ailleurs. Tu fais teindre à différents endroits. Comment tu t'assures que déjà ce soit des pigments naturels,
ou des colorants naturels et qu'il n'y ait pas, tu sais, des extraits qui soient synthétiques. Et deuxième question, comment tu t'assures des méthodes de teinture, qu'elles soient respectueuses et non polluantes? Ah bah, question intéressante parce que c'est un sujet qui revient souvent avec l'Inde, justement, où il faut toujours bien vérifier parce que voilà, c'est important de bien tester. Déjà, moi je teste tous mes tissus aussi, on les envoie en test laboratoire, etc. pour assurer que quand on dit que c'est de la laine, c'est bien 100% laine, etc. Par exemple, ou le coton, etc. Et pour les couleurs, alors là, on a fait des tests laboratoires. Le problème, c'est que dans beaucoup de laboratoires, ils vont faire des tests que eux ont l'habitude de faire, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas de colorants azoïques. Donc c'est tous les colorants qui sont bannis même en Europe, mais bon, qui viennent quand même, parce que c'est pas toujours bien testé. On va être certifié. Moi, j'ai mon plus gros teinturier, il est certifié GOTS aussi, mais en soi, ça a pas trop d'importance par rapport à la teinture végétale. On en a déjà beaucoup parlé avec les personnes de chez GOTS, en France et en Inde. GOTS aussi, ils ont pas une branche qui définit, tiens, ça c'est du végétal. Donc en fait, on compare du synthétique avec du végétal et on n'arrive pas à dire ça c'est 100% végétal pour les certifications, je veux dire. Donc comment on fait? On fait quand même pour vérifier qu'il n'y a pas les produits chimiques les plus importants. À plusieurs reprises, j'ai essayé des fois d'aller taper aux portes de laboratoire pour dire allez regardez si là il n'y a pas de l'hydrosulfite par exemple ou ce genre de choses. Après le problème c'est que c'est des tests qui coûtent extrêmement cher parce qu'ils appellent ça de la R&D, mais parce que du coup ça fait pas partie de leur protocole de recherche dans les tissus en fait. Donc du coup c'est des tests qui coûtent très cher. Donc en fait il faut passer du temps avec ces teinturiers. C'est passer du temps, les voir faire, être là à côté, voir comment ils font sur leur process, etc. Nous, on avait un bureau à Ahmedabad, donc quand on venait pendant plusieurs mois, chaque année, Mayank il y passait plus de temps que moi, mais moi j'ai passé au moins quand même facilement 2 mois, minimum 2 mois à l'année. On est avec eux, on est là, on passe du temps à tout regarder. On y passe la journée, 2 jours. On le voit comment ils le font. On voit qu'il n'y a pas les produits chimiques, on peut le sentir, on voit qu'ils utilisent leurs plantes, comment ils font, etc. Donc même s'il reste, c'est vraiment pas défini les recettes. Par exemple, faudrait pas me demander exactement leurs recettes parce que c'est quelque chose qu'ils veulent pas divulguer, pas toujours, où ils vont être un peu vagues sur le pourcentage de combien ils mettent. Mais bon, ça c'est parce que c'est des protocoles qu'ils développent, donc ils veulent pas spécialement les partager. Ils utilisent des machines de teinture que j'ai pas vues en France, qui existent bien sûr dans tout ce qui est teinture synthétique. J'ai pas vu de teinturier en France, mais bon, j'ai pas du tout rencontré tous les teinturiers, ça c'est sûr, qui utilisent ce genre de machine. C'est ce qui aide, en tout cas nous dans notre cas, à augmenter les quantités de teinture. Ça s'appelle des jigger machines. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce type de machine. Non. Je m'éloigne un peu du sujet. Je peux revenir juste pour définir que voilà, le but c'est, alors il y a des tests à faire, il y a des tests pour voir s'il n'y a pas les produits les pires, etc. Ce qu'on peut faire, on les a fait. Maintenant, après, il y a des tests aussi parce qu'il y a des couleurs qui quand même sont sensibles à tout ce qui est acidité, le citron, etc. Donc le test du citron, on l'a beaucoup fait. On les porte beaucoup. Enfin, je veux dire, quand on est habitué aussi à connaître un peu la teinture végétale, on le fait. Moi, je les maltraite énormément, c'est-à-dire que je vais les laver avec des super produits naturels pour voir combien de temps ça va tenir. Mais il faut les laver, les relaver, et je vais les laver avec des produits moins naturels, des lessives bien plus chimiques pour les tester. Voilà. Ouais, des détergents beaucoup plus importants pour voir comment ça évolue. Donc ça, c'est une autre façon de tester. Et après voilà, c'est ça, c'est passer du temps aussi avec les teinturiers pour s'assurer de la qualité de leur travail, quoi. D'accord. Et alors j'avais des questions.
Est-ce que, donc dans les termes là que tu as employés, les Jigger Machine, est-ce que tu peux la décrire parce que comme on est à l'audio, ça va être compliqué. Est-ce que tu peux décrire un peu ce que c'est et pourquoi ça augmente du coup la capacité de teinture? Ouais, alors j'ai pas le vocabulaire technique pour l'expliquer, mais en gros, on va faire simple. C'est une machine qui a du coup trois gros cylindres, trois cylindres, donc c'est de la largeur, on va dire, du tissu. Et donc on va un truc, et ensuite il y a un gros bassin en bas de la machine, c'est-à-dire qu'il va y avoir un cylindre dans le bassin et deux cylindres à l'extérieur. Et donc, on va accrocher le tissu sur un cylindre et le tissu va être en mouvement sans arrêt, enfin perpétuel, grâce à ces trois cylindres pour, enfin voilà, passer dans l'eau, ressortir, repasser dans l'eau, ressortir, repasser dans l'eau. Ah, d'accord. Ce bassin, il est chauffé. Alors nous, on est avec des machines qui datent un peu. Hein. On n'est pas sûr de la technologie de pointe. Donc il y a du feu en dessous. C'est vraiment voilà, ça chauffe le bain. Mais c'est des gros bains quand même. Du coup, c'est important. C'est pour ça que souvent on me dit est-ce que tu peux faire des petites quantités? Mais moi, mon fournisseur, il peut pas faire 10 mètres ou 20 mètres par exemple. Ça, c'est de la teinture à la main. Donc, ils peuvent le faire s'ils font la teinture à la main. Mais s'ils font leur pratique avec leurs recettes, c'est vraiment dans des machines. Donc ça s'appelle des jigger machines. Et donc, ça veut dire qu'il faut une certaine quantité d'eau. Il faut les ingrédients, en fonction du nombre de mètres qu'on veut faire, mais ça peut teindre et ça teint de manière uniforme parce que vraiment ça fait tourner le tissu de manière uniforme. Ça va tourner pendant des heures et des heures. Ensuite, c'est comme ça, ils utilisent cette même machine, enfin ces mêmes types de machines pour laver le tissu, pour le mordancer. Enfin vraiment, c'est les mêmes machines quoi. D'accord. Donc c'est le bain qui change, mais au moins ça permet que la teinte sur le tissu soit homogène. C'est ça. Ok. C'est le bain qui change. Enfin, le bain, oui, tu veux dire par rapport à de chaque recette, chaque couleur, c'est ça que tu veux dire? Oui. Oui, puis Oui, même tout ton à fait. mordançage, même s'il se sert des trois cylindres, il mordance le bain, c'est plus de la teinture, c'est du mordançage. Ah oui. Ah oui, Oui. bien sûr. Oui, bah ça c'est sûr. Ouais, il faut bien laver les machines. Après ils ont une machine plutôt pour le mordançage, une machine plutôt pour la teinture parce que sinon voilà. Mais dans tous les cas, il faut très bien la laver entre chaque bain. Et voilà. Et après, il y a plein de techniques, mais par exemple dans le Gujarat, il fait très chaud, mais même dans le Kerala, il fait beau, il y a beaucoup de soleil et tout ça. Donc après, c'est accroché très en hauteur sur des grands manches de bambou. Et là, on peut mettre mais vraiment des centaines 50 plutôt par 50 mètres quand même, des 50 mètres à sécher en plein soleil. Ça, c'est plutôt pour au niveau du lavage, pour mettre ce qu'on appelle le prêt-à-teindre, pour que le tissu, il blanchisse un peu plus naturellement, etc. Donc, ils ont plein de façons de faire qui sont intéressantes. Après, il faut de l'espace quand même. C'est pas adapté. C'est pas toujours facile à appliquer en France, quoi. Ouais, d'accord. Est-ce que tu fais imprimer tes tissus avec des motifs? Oui, on peut le faire. En ce moment, j'ai un peu moins de demandes, mais on l'a fait pas mal. C'est donc en Inde, enfin en tout cas nous avec nos fournisseurs, mais bon, de toute façon pour la teinture végétale, c'est cette technique qui est appliquée. C'est de la sérigraphie. Et là, ils ont des grandes tables de 10 mètres à peu près, avec des grands cadres de sérigraphie. On fait faire les cadres. Et du coup, ils appliquent les encres teintoriales. D'accord, ok. Donc c'est possible aussi de faire des motifs. C'est possible aussi. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler dans ton écosystème, donc on a parlé de tes partenaires teinturiers en Inde, on a parlé de tes fournisseurs sur les fibres. D'ailleurs, j'ai une question, tu sais, j'avais demandé aux auditeurs s'ils avaient des questions pour toi. Il y a une personne qui m'a dit, est-ce que tout le travail qu'on fait de Laura en Inde pourrait être fait en France, c'est-à-dire fournir des fibres 100% françaises, etc., prêtes à teindre, etc. Est-ce que tu sais si ça existe? Est-ce que tu sais si c'est possible? Toi, on a bien compris, ton cœur de business, c'est vraiment des tissus typiques de l'Inde, on va dire. Donc, je sais pas si c'est toi qui feras ça mais est-ce que c'est possible et est-ce que tu penses que déjà, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que t'en penses?
Ah oui, c'est tout à fait possible. Moi, j'y avais beaucoup pensé, hein, parce que du coup, je me disais bon ben on le fait avec l'Inde, pourquoi pas le faire avec la France? Et puis ben il y avait déjà des fournisseurs qui faisaient. Alors maintenant, l'entreprise elle est plus là, mais par exemple, il y avait Biotissu, les trouvailles d'Amandine aussi. Mais je pense que je crois que, enfin, c'est des entreprises qui tournent. Je crois que les trouvailles d'Amandine peut-être a été racheté ou ce genre de choses. Je sais pas toutes les informations, donc c'est pas facile parce que, mais il y a encore plein de fournisseurs. Et en fait, pourquoi moi je me suis pas mise du côté de je propose des tissus français, c'était que ben il y a déjà des gens qui le proposaient et je ne pouvais pas avoir autant de stocks, enfin une variété Ouais. si large de stocks et acheter tous mes stocks, enfin voilà, continuer à avoir d'autres fournisseurs en France, acheter des stocks, c'est énormément de trésorerie qui est bloquée. Et malheureusement, ça c'était compliqué. Ça pourrait fonctionner en commande groupée maintenant que ça se développe les commandes groupées. Ça c'est vrai. Et de toute façon, il y a de la place pour des personnes qui voudraient le faire sur la France. Au contraire, de rassembler différents fournisseurs qui font différentes matières, etc. C'est juste que moi j'ai pas pu le faire. J'avais envie de le faire, mais j'ai pas eu Ouais. la capacité de tout Ouais, gérer, ouais, d'accord. le Ouais, non. sourcing en Inde, en France, etc. Et on est vraiment concentré sur l'Inde, effectivement, parce que voilà, bah voilà, j'ai mon mari et ma fille qui sont indiens, voilà, parce que du coup, c'est notre cœur de métier de fournir ces tissus-là. Mais je sais que j'ai beaucoup de clients qui me l'ont demandé. J'ai des clients, enfin, il y a aussi plein de teinturiers en France qui, du coup, évidemment, ne passent pas par mes tissus parce qu'ils préfèrent du local. Mais souvent, ils arrivent à les trouver eux-mêmes, en fait, parce que du coup, dans le local, bah voilà, D'accord. ils peuvent aller contacter les entreprises, etc. Donc, mon rôle à moi, il est moins, enfin, il a moins de sens, en fait. D'accord, OK. Bon, en tout cas, comme ça, la question est posée et donc ça existe, mais il faut chercher, et toi, on a bien compris, ton cœur de métier, c'est de valoriser aussi les tissus, typiques indiens, les plantes, aussi les plantes locales. Alors sinon, j'avais, des questions, sur tes autres partenaires ou plutôt tes collaborations. Est-ce que tu as eu, tu parlais tout à l'heure de chemises haut de gamme et cetera. Est-ce que comment on va dire, est-ce que tu as des marques de mode qui te contactent ou qui se renseignent, ou est-ce que tu vois des plus gros acteurs qui s'interrogent sur la teinture végétale, ou de ton côté, de ton avis, c'est souvent des petits artisans au sens c'est très bien aussi, mais quel est le type et de taille d'entreprise qui te contacte? Plutôt des plus petites. Franchement, c'est voilà, c'est quand même plutôt des plus petites marques qui peuvent se permettre, on va dire, de faire de la teinture végétale. Parce que quand on est une plus grosse marque, c'est prendre beaucoup de risques de partir sur de la teinture végétale quand on a voilà toute une clientèle qui est habituée à des produits qui soient pas teints en végétal. Ça veut dire apprendre à réexpliquer à ses clients comment prendre soin d'un vêtement en végétal, en teinture végétale, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de sujets à aborder avec ses clients quand on fait de la teinture végétale. Donc, moi, je me suis rendu compte que les marques qui allaient plus au bout de la démarche, c'est celles qui se créaient en faisant que du végétal dès le début. Ouais, d'accord. Plus. Ouais. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner, selon toi, selon ton expertise sur les fibres, et qu'est-ce qui motiverait les entreprises à aller vers la teinture végétale? Qu'est-ce qui ferait qu'une entreprise de textile, elle basculerait, et comment ça pourrait s'activer, s'accélérer? Ben, j'essaye de de formuler la bonne réponse, mais à mon avis, déjà, si l'entreprise elle a vraiment une volonté de développer une gamme entièrement naturelle, alors ça vaut vraiment le coup d'aller s'intéresser à la teinture végétale. Euh, c'est possible de faire du végétal, de la teinture végétale en plus grande quantité. Il faut vraiment trouver les bonnes personnes. Il faut bien étudier ses coûts. Il faut bien maîtriser son produit, il faut bien l'avoir testé, je pense vraiment, avant de se lancer. C'est-à-dire que
pour pouvoir en parler le mieux, c'est vraiment important qu'ils aient testé. Enfin voilà, c'est pas juste tiens on va faire une collection en teinture végétale et ça va être super, ça va super bien marcher. Ça pour moi, enfin, moi personnellement, je pense pas que ça fonctionne si bien que ça, parce que du coup, faut avoir en tête que voilà, quand on part avec le végétal, c'est beaucoup plus de contraintes que du synthétique, ça c'est évident. Et donc il peut y avoir enfin voilà des clients qui vont parfois être en disant c'est génial, j'adore la teinture végétale, en plus ça tient parce que oui, ça tient la teinture végétale. Enfin voilà. Mais il y en a d'autres qui vont dire oh, mais attendez, moi j'ai pas réussi à détacher mon vêtement que j'ai payé je sais pas quel prix parce que j'y suis allée avec un coup de enfin voilà de détergent celui que j'utilise d'habitude pour enlever les taches, bah ça a tout détaché. Ah bah oui, forcément ça c'est un vrai sujet quoi. Et donc il faut vraiment éduquer ses clients. Et mais si on a la volonté de le faire dans ce sens-là, de les accompagner, alors c'est possible. Alors maintenant, on arrive sur les parties plutôt, les questions plutôt rapides, tu sais, en mode de ping-pong. Je voulais savoir pour toi, qui étaient les personnes inspirantes en couleur végétale ou en fibre pour toi, vu que c'est ta partie? Bah alors déjà il y a forcément comme beaucoup l'ont dit mais Michel Garcia parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment lancé beaucoup de personnes quand même dans ce domaine. Voilà. Après, moi c'est mes copines aussi, mais Laura et Amandine Roussier, enfin, on s'est créé quasiment en même temps. Enfin voilà, et on s'est énormément suivis depuis nos débuts et elles m'inspirent énormément. Tout le travail qu'elles font, incroyable et tout ça. Enfin, et je trouve que c'est génial parce que du coup, elles valorisent énormément. Bah voilà, les plantes locales en France, pour toute personne qui voudrait faire du made in France, etc. Entièrement, elles sont au top. Et c'est beau de voir que elles peuvent autant donner, que leur entreprise se développe, etc. Donc voilà, ça c'est mes copines très inspirantes. Après, il y a plein de monde. On a fait une collaboration avec Aurélia Wall et puis on a beaucoup discuté, on s'est rencontrés plusieurs fois. Moi, je trouve qu'elle est aussi très inspirante et elle apporte beaucoup de beauté dans tout ce qu'elle produit autour de la teinture végétale, etc. Après, il y a vraiment beaucoup de monde inspirant, ça c'est sûr, dans le monde de la teinture végétale et il y en a énormément. Moi, j'aime bien aussi regarder un peu du côté dans d'autres pays. Donc, moi, dans les personnes qui m'inspirent en Inde, c'est Arun Baid, Namrata et tout, les personnes avec qui je travaille en Inde et qui sont mes personnes inspirantes. J'ai récemment discuté avec elle et je l'adore. Enfin, je trouve son travail génial, mais aux États-Unis, The Dogwood d'ailleurs. Ouais. Enfin, ouais, voilà, en Angleterre, Rebecca Desnos, il y a plein de gens inspirants, franchement, c'est trop chouette. Moi, je regarde plus mon Instagram perso quasiment, j'adore juste, regarder les comptes de mon Instagram Fibre Bio. Ok. Alors, qui fédère aujourd'hui autour de la couleur végétale selon toi? Bah là pareil, là c'est difficile pour moi de dire une ou deux personnes qui fédèrent. Il y en a plein autour de leur communauté, etc. Donc pareil, bah si en association il va y avoir Couleur Garance, Couleur Tout Monde, qui sont quand même des associations importantes dans la couleur végétale. Et puis il y a plein de teinturiers qui fédèrent à leur façon leur communauté. Donc j'ai du mal à choisir, on va dire. D'accord. Quelle est ta plante tinctoriale? Si t'étais une plante tinctoriale, Laura, tu serais laquelle et pourquoi? J'ai réfléchi à cette question, je t'avoue, mais et il y a une plante qui m'est venue. Alors, on peut y faire beaucoup de choses avec elle. En anglais, ça s'appelle marigold, l'œillet d'Inde. Ça s'appelle aussi French marigold en Inde. Ah. Du coup, c'est la petite anecdote, mais ça me fait beaucoup rigoler. On appelle ça œillet d'Inde et ça s'appelle la French marigold ici. Ça te fait le lien entre moi, j'adore. les deux. Ouais. Et j'adore cette plante, j'adore son magnifique jaune quand on le teint. J'aime bien faire de l'éco-print avec. Et puis
c'est tout particulier parce qu'il y en a beaucoup dans le jardin de ma belle famille en Inde et surtout il y en a énormément dans les temples en Inde. Et voilà, c'est des fleurs que je vais des fois souvent récupérer, mais ça c'est vraiment pour mes petites teintures à moi, mes petits bains de teinture à moi, mais je vais les récupérer en fin de journée, voilà, dans un temple à côté de chez moi et j'aime bien. Enfin, voilà, c'est vraiment ma petite. D'accord. Ok. Est-ce que tu aurais des livres à recommander, donc sur la couleur végétale ou aussi sur les fibres? Qu'est-ce que tu pourrais recommander comme bouquin à nos auditeurs sur ces sujets-là? Sur la teinture végétale, c'est un gros basique que j'avais, qui est un de mes premiers livres, qui est Le monde des teintures naturelles de Dominique Cardon. Ça, c'est vraiment enfin voilà, un livre extrêmement intéressant. Sur les textiles, il y a un livre que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment beau, que je me suis offert il y a quelques temps déjà, qui s'appelle Textiles. Mais c'est alors je vais mal peut-être prononcer son nom, de Marie Schoezen. Et c'est sur l'histoire de tissus du monde entier. Il y a plein de magnifiques photos sur vraiment différents textiles, techniques d'impression, techniques de tissage et tout. J'adore ce livre. Voilà. Il y en a un autre très beau aussi qui m'avait été offert par ma maman au début, que j'adore, qui s'appelle Indigo, périple bleu d'une créatrice textile, de Catherine D'accord. Legrand, que j'aime beaucoup, qui est dans ma bibliothèque. Ok, super. Quel était ton épisode de podcast préféré de ceux que tu as pu entendre? Est-ce qu'il y en a un qui t'a plu plus que les autres? Il y en a plein de très chouettes. Ça c'est sûr, ça c'est vraiment chouette tes podcasts. J'aime beaucoup les tout premiers de Michel avec toute son histoire et tout, c'est intéressant. J'ai adoré écouter Dominique Cardon. C'était extrêmement intéressant. Après, franchement, t'as plein d'épisodes intéressants. Donc voilà, je saurais pas trop choisir. Et si, allez, mon petit préféré, c'est celui de Laura et Amandine. D'accord. L'épisode 29, je le rappelle pour ceux qui nous suivent. Donc l'épisode 29 du Chant des couleurs, Laura et Amandine Roussier. Ok, super. Est-ce que Laura, tu aurais quelqu'un à me recommander pour la suite du podcast, quelqu'un qui pourrait continuer à nous permettre d'explorer les sujets, de creuser différents thèmes sur la teinture végétale, les fibres, etc. À qui tu penses? Alors, j'ai pensé à quelques personnes, mais je crois que tu as déjà enregistré avec elles et que ça va venir. Du coup, Vas-y. si je dois choisir une personne que je ne connais pas, mais que j'aime beaucoup suivre, c'est Céline Philippe et Teinture Sauvage. Ouais. Ça m'intéresserait d'écouter un enregistrer podcast prochainement. Sur son travail. Ouais, on va enregistrer prochainement toutes les deux parce que ça a été fortement demandé. Puis elle a des spécificités. Ces photos sont magnifiques. Ouais, carrément. Les photos sont magnifiques et puis elle est sur les biomordants, sur les plantes sauvages. Elle essaye de trouver des alternatives à l'alun. Donc non, ça va être intéressant. Ouais. D'accord, Céline Philippe. Ça va être intéressant. J'ai une cliente à moi qui est intéressante aussi, qui s'appelle Alice Jolin et qui fait, donc sa marque c'est So Rebozo, et qui fait donc du coup avec qui on fait des rebozos entièrement en teinture végétale. Et là on a travaillé vraiment toutes les étapes. C'est une écharpe un peu particulière, mais voilà. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un rebozo? Parce que je suis peut-être la seule, mais je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est vrai. Un rebozo, c'est une écharpe qui, à la base, c'était une écharpe mexicaine qui est utilisée pour faire des soins, donc des soins d'emmaillotage, etc. Et c'est beaucoup utilisé pour normalement les femmes enceintes, pour après accouchement, pour aider à resserrer le bassin, etc. Enfin, maintenant, il y a vraiment plein de soins avec cette écharpe. On va vraiment l'utiliser pour avec de l'huile par exemple, etc. Et c'est chouette et c'est intéressant. Et du coup, son produit est intéressant en teinture végétale. Ok, super. Bah écoute, super. Bah je garde tes deux contacts, parfait. Est-ce qu'il y a une question, Laura, que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, un sujet que tu aurais aimé aborder, sur lequel je ne t'ai pas lancé? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, écoute, non, je pense que ça, enfin voilà, on a parlé de beaucoup de choses. Je sais pas si, ouais, c'est bon, je pense.
Bon, ok. Bon, bah écoute Laura, moi je voulais te remercier parce que t'enregistres quand même d'Inde, etc. On espère que le son sera bon. Je te remercie vraiment beaucoup pour ta participation et je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!